Oui, bonsoir. Je m'appelle Chouchane Bacon et je vous souhaite la bienvenue à une édition spéciale de Nouvelles nationales d'APTN, où on abordera les impacts d'un projet de loi provincial pour la sécurisation culturelle pour les Autochtones dans les soins de santé. Il y a 2 ans, à Trois-Rivières, le coroner du Québec, Jeanne Kamel, a conclu l'enquête examinant les circonstances du décès de Joyce Echaquan. Dans son rapport final, elle a constaté que la sécurisation culturelle était l'une des pistes de réflexion fournies par de nombreux témoins. Lorsque le Québec a modifié sa loi sur la santé après la pandémie, les dirigeants autochtones ont été déçus que le droit à la sécurité culturelle n'était pas inclus. La province a promis que cela deviendrait sa propre loi, maintenant connue comme le projet de loi 32. Par contre, même ces premières étapes, les dirigeants sont préoccupés par ces dispositions. De toute évidence, les analyses que nous avons faites démontrent que le gouvernement du Québec peut effectivement soumettre des lois qui touchent nos communautés, mais en même temps, une des choses qui est avancée comme option, c'est que c'est sûr que si il y a des champs qu'on n'occupe pas, bien, quelqu'un d'autre va le faire à notre place. Yann Lafrenière, le ministre des Relations avec les Premières Nations et les Inuits, se joint à nous en studio cette semaine pour expliquer cette nouvelle législation. Le voici. Oui, Monsieur le ministre Yann Lafrenière, bienvenue à Nouvelles nationales de la PTN. Oui, merci beaucoup de m'accueillir, c'est très gentil. Ma première question, j'aimerais que vous nous expliquiez le projet de loi 32. Loi instaurant l'approche de la sécurisation culturelle au sein de la santé et des services sociaux. C'est une loi qui était attendue, qui avait été demandée. On se rappellera que l'an passé, la PNQL m'avait rappelé que c'est une promesse qu'on avait faite, qu'on n'avait pas réussi à la tenir. Et on avait promis d'instaurer cette approche de sécurisation culturelle dans le milieu de la santé. C'est suite au décès horrible de Joyce Echaquan, c'est clair. Ça fait suite aussi à 3 recommandations de la Commission Vient. Alors, on devait le faire, on l'avait promis. Chose promise, chose faite. Donc, on l'a déposé la dernière journée de cette session. On va revenir à l'automne avec des consultations. Ça, c'est un des volets sécurisation culturelle. Le deuxième volet, qui est important aussi, avec le Code des professions, et ça, c'est une demande qu'on a reçue sur le terrain à plusieurs reprises, c'est de permettre à des gens de pratiquer même s'ils n'étaient pas reconnus par l'Ordre des professions. Exemple, en matière de travail social, pour la protection de la jeunesse, pour la loi sur les jeunes contrevenants, de permettre à certaines personnes avec des connaissances qu'ils ont acquis sur le terrain d'agir sans être reconnus par l'Ordre des professions. Ce qu'on veut faire, on ne veut pas donner un moins bon service. Au contraire, vous savez très bien qu'il y a des gens qui n'ont pas un certain papier, mais qui ont des connaissances incroyables. On veut leur permettre d'opérer. Là, une fois qu'on dépose le projet de loi, les gens ont le temps de le regarder, de le lire et de venir nous voir. Et je sais déjà qu'on va avoir certains commentaires, puis c'est ça le but. Puis, comment ce projet-là a été rédigé ou créé? Mais premièrement, en rencontrant 14 groupes, comme je disais plus tôt, on les a rencontrés pour avoir leurs idées, ce qu'on devait faire, ce qu'on ne devait pas faire. Et vous savez, dans ce projet de loi-là, j'ai rajouté un préambule. Préambule, on ne met pas ça dans tous les projets de loi. On l'a mis dans la loi 79, une loi extrêmement importante que vous connaissez, qui nous permet d'aider les familles à rechercher l'information sur les enfants qui sont disparus. Et dans 79, c'était rare, mais on l'avait fait. Et là, j'ai décidé de faire la même chose dans le projet de loi présent, parce que le préambule nous permet de faire une mise en contexte, de reconnaître certaines réalités qu'on a au Québec. Le décès, encore là, tragique de Joyce Echaquan, le principe de Joyce, on y fait référence. Et ça permet de faire une mise en contexte, justement, puis de répondre à certaines attentes que les gens avaient. Pourtant, la Nation Atikamekw dit qu'elle n'a pas été consultée dans votre projet de loi, dans la rédaction de votre projet de loi. Puis, quelle est votre réponse à propos? La façon que ça fonctionne, quand on dépose un projet de loi, il y a des consultations qui sont obligatoires. C'est ce qu'on va faire. Avant le dépôt d'un projet de loi, on ne rencontre jamais les organismes, ça ne se fait pas. Mais suite aux belles recommandations que j'ai reçues de la PNQL en disant il faut faire mieux, il faut faire différemment. De nation en nation, ça veut dire de travailler différemment. J'ai décidé de rencontrer 14 groupes, dont des gens de Manawan, dont des organismes de la PNQL. La C3S PNQL fait partie de la PNQL. Alors, on les a rencontrés. Je ne peux pas dire consulter, parce que ce n'est pas le vrai terme. Je sais très bien. On les a rencontrés pour déposer un projet de loi, et là, on les consulte. La date, la mise en vigueur de cette loi-là, où le vote va se passer, vous prévoyez pour quand? Bien, premièrement, on l'a déposé pour que les gens puissent en prendre connaissance pendant l'été, préparer les consultations. Ça va être des vraies consultations à l'automne. Et par la suite,
Est-ce que ça va être sanctionné? Je n'ai même pas le droit de vous le dire. Vous savez comment ça fonctionne, notre système parlementaire. On va travailler avec les oppositions, ou on espère. On espère travailler avec les oppositions pour avoir le meilleur projet de loi, comme on a fait avec la loi 79. Et vous savez, la loi 79 amène de bons résultats. Je suis rendu à 150 dossiers d'enfants sur lesquels on travaille, 80 familles qu'on aide grâce à cette loi-là. Alors, il faut faire des projets de loi, il faut travailler ensemble. Puis, l'Association médicale canadienne a émis des excuses aux peuples autochtones pour le racisme systémique et la maltraitance qu'ils ont subie au sein, dans les soins de santé, excusez-moi. Mais pourquoi le Québec n'a toujours pas fait de telles excuses? Mais j'aimerais vous corriger parce que la première action que le premier ministre a faite pour répondre à la Commission Vie, c'est de présenter des excuses. C'est la première chose qui a été faite. Premier geste. Et comme je disais souvent, vous savez, cet appel à l'action de la Commission Vie n'a pas été très difficile à réaliser. Présenter des excuses, ça n'a pas pris beaucoup de temps. À l'opposition, l'appel 99 qui nous demande de mettre fin à l'itinérance, je vous annonce, ça ne sera jamais fait. On va falloir travailler très fort là-dessus. Alors, ces excuses-là ont été déposées. C'était très clair. On a fait du travail aussi sur le terrain pour changer la façon qu'on approchait les Premières Nations quand ils ont besoin de soins de santé. Mais les excuses ont été faites, ça c'est clair, de la part du premier ministre. C'est un geste fort. Mais pour le racisme systémique? Oui, racisme systémique, c'est un terme que je comprends bien en passant. Puis je vous dirais, à chaque fois qu'on a un débat sur le terme racisme systémique, j'ai la moitié des gens qui sont en accord, puis l'autre moitié qui sont en complet désaccord. Et bien honnêtement, je me rends compte qu'à chaque fois qu'on a un débat sur ce terme-là, on passe à côté de ce qui est le plus important, c'est-à-dire la lutte au racisme. Je vais mettre une chose de très claire, il y a du racisme, il y a de l'intolérance, il y a du profilage au Québec, on l'a reconnu clairement. Premier gouvernement à mettre en place un ministre qui est responsable de la lutte au racisme, message clair. Groupe d'action contre le racisme qui a amené 25 actions à mettre en place, dont 12 spécifiques pour les communautés autochtones. Je faisais partie de ce groupe-là, le groupe d'action contre le racisme. Fait que j'ai entendu des choses encore la semaine passée à la PNQL. Les gens me disaient « Vous ne voulez pas reconnaître le racisme? » Et c'est faux. On va juste mettre ça clair. Il y a du racisme, il y a de l'intolérance, il y a du profilage. Cependant, le terme racisme systémique, le danger, je vous le dis bien honnêtement, puis en communication, je peux vous dire, on va le reconnaître, ça va être réglé, on n'en parle plus. C'est tellement chargé qu'on passe à côté complètement de ce qui existe. Les gens se ferment, pas tout le monde. Il y a une partie de la population qui se ferme. On passe à côté de ce qu'on doit faire. Moi, ma job, c'est de m'assurer de lutter au racisme. Présentement, là, quand on amène ce terme-là, ça ne passe pas pour une partie de la population. Puis malheureusement, on manque ce qui est le plus important, c'est-à-dire la lutte au racisme. Bien, j'aurais envie d'aller vous poser la question, les plaintes, quand votre projet de loi va être mis en vigueur, mettons. Oui. Les plaintes, comment vous allez gérer les plaintes quand quelqu'un va vivre du racisme dans le système, mettons, du réseau de la santé? Bien, le plus bel exemple que je trouve, moi, c'est Joliette. Joliette, la personne qui s'occupe des plaintes, est un Atikamekw de Manawan, qui est la personne qui est le plus proche de l'autorité suprême qu'on a dans cet édifice-là, c'est-à-dire la DG. Donc, c'est de mettre des gens en position de pouvoir faire changer les choses, s'assurer qu'une plainte, parce que si je vous dis qu'on met un bureau de responsable des plaintes, puis ça circule au travers une hiérarchie, puis finalement, ça monte à la directrice, vous allez dire, Yann, ça ne changera jamais. On met une personne en autorité qui est proche de la personne en charge de l'hôpital. Moi, je pense que c'est la bonne méthode à mettre en place. Parce qu'encore une fois, c'est pas de coutume habituelle pour les gens des Premières Nations de faire une plainte écrite ou sur un site web. On veut qu'ils puissent s'adresser à quelqu'un qui comprend, qui connaît, qui va pouvoir s'assurer de faire un changement, de monter ça à la personne en charge, qui est la responsable de l'hôpital. Puis, on parle aussi de CLSC ou toute autre clinique, mettons. Mais pour ça, vous allez voir dans le projet de loi ce qu'on dit, on veut favoriser l'embauche de personnel autochtone. Parce que, ils vont comprendre la langue, la culture. Puis là, on parle de Joliette. Joliette, je trouve ça plus simple parce que c'est majoritairement une communauté. Je vais faire le parallèle avec Montréal. On va avoir des gens des 11 Nations. J'ai des gens des 11 Nations qui sont de passage à Montréal. C'est sûr qu'on n'est pas dans une approche mur à mur. On veut que les établissements, avec les communautés avoisinantes, puissent décider ce qui est le plus à propos, parce qu'il n'y a pas un seul système unique au Québec. Absolument pas. Merci à vous. Merci de l'accueil. Au retour, nous aborderons la perspective Atikamekw. Restez là. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. S'il y a une chose que les Premières Nations exigent depuis la mort de Joyce Echaquan, c'est un changement systémique, mais aussi la reconnaissance par les gouvernements de la problématique du racisme systémique. Cette reconnaissance est la première chose demandée par les auteurs du principe de Joyce, un plan de soins de santé autochtones inspiré par Joyce Echaquan.
Bien qu'il ait été adopté et applaudi par le gouvernement fédéral et les Nations unies, le Québec refuse d'adopter ce plan proposé dans son ensemble. La Nation Atikamekw dit qu'elle n'arrêtera pas de pousser jusqu'à ce que le Québec l'adopte comme loi. En réponse au projet de loi 32, le Bureau du principe de Joyce a déclaré que, pour l'instant, le gouvernement et son projet de loi ne répondent pas à nos attentes. Pour nous donner des détails sur le pourquoi, voici en entrevue la directrice du Bureau du principe de Joyce. Oui, Madame Jennifer Petitcoué-Dufresne, bienvenue aux Nouvelles nationales de la PTN. Oui, Chouchane, merci de l'accueil. Première question que j'aimerais vous poser, le Bureau du principe de Joyce, c'est quoi? Oui, en fait, le Bureau du principe de Joyce, c'est un bureau qui a été démarré par le Conseil des Atikamekw de Manawan pour veiller à faire la promotion du principe de Joyce, mais aussi pour être le porteur de projets qui va augmenter l'équité d'accès pour les personnes autochtones. Donc, on est vraiment responsable d'en faire la promotion, de veiller à sa mise en œuvre, d'accompagner aussi les organisations qui voudraient l'adopter et le mettre en œuvre là, concrètement. Puis, quelle a été votre réaction à la nouvelle que la loi 32, projet de loi 32 sur la santé, la sécurisation culturelle par le ministre Yann Lafrenière devenait enfin une réalité? Bien, en fait, j'ai été quand même assez déçue en fait, de voir la portée et la réserve là, que contenait le projet de loi. C'est sûr qu'aujourd'hui, avec tous les projets de recherche, avec toutes les commissions d'enquête, avec tous les rapports qu'on a sous la main actuellement, je pense que le ministre Legault aurait pu aller vraiment plus loin là, au niveau de ce projet de loi-là, afin de permettre en fait le respect des droits des peuples autochtones, puis de vraiment aller vers une co-construction puis une collaboration franche et sincère avec les Premières Nations et les Inuits métis du Canada, du Québec. Puis, comment décririez-vous le dialogue ou les consultations avec le gouvernement du Québec jusqu'à présent? Bien, je dirais que c'est assez déficitaire et lacunier, là, dans le sens que il a connaissance de l'existence du Bureau du principe de Joyce. On n'a pas eu de retour, mis à part, dans le fond, le fait de se faire demander si il pouvait, dans le fond, nommer le principe de Joyce dans le projet de loi. On n'a pas été consulté. Je sais qu'il disait qu'il y a 14 organisations et personnes autochtones qui auraient été consultées. Nous, on ne fait pas partie de ce lot-là, ni la Nation Atikamekw, ni le Conseil des Atikamekw de Manawan. Donc, quand on veut s'engager dans la réelle co-construction, dans la collaboration inclusive, mais je pense qu'on aurait dû être à la table des discussions, puis on aurait dû pouvoir nommer certains points, certaines de nos réalités pour influencer le projet de loi. Puis, qu'est-ce que vous espérez voir dans cette loi? Bien, en fait, c'est sûr que la sécurisation culturelle, c'est un élément qui pourrait permettre le mieux-être des personnes autochtones en général, mais c'est pas le seul élément sur lequel on doit appuyer. Il y a plusieurs éléments qui doivent accompagner, en fait, la modification, l'adaptation des services pour les personnes autochtones pour augmenter l'équité d'accès. Entre autres, dans le fond, toutes les approches antiracistes, toutes les volontés organisationnelles. Je trouve que dans le projet de loi, on relègue beaucoup la responsabilité aux établissements d'aller de l'avant. Je ne sais pas à quel point ils vont être soutenus. Je ne sais pas à quel point, dans le fond, les moyens d'action qui vont être à leur portée vont être intéressants pour permettre de réels changements. Je sais que tous les millions annoncés, dans le fond, dans la dernière année, les deux dernières années, excusez, ont parfois permis d'avoir une 0,4 personnes dans un établissement de Montréal ou 0,7. Donc, si c'est ce nombre de personnes-là qui sont déléguées à la sécurisation culturelle d'un établissement en entier, ça me permet de douter, en fait, là, de l'efficacité de ces mesures-là. Puis, le Canada a accepté le principe de Joyce, l'ONU a accepté le principe de Joyce. Que pensez-vous du fait que le Québec n'adoptera pas le principe tel qu'il est? Bien, c'est franchement décevant, je dirais, là, parce que c'est sûr que l'argument de base concernant le racisme systémique, on l'a entendu, réentendu, la cassette, elle a été jouée et rejouée. Je pense qu'il ne peut plus se cacher derrière cet argument-là. Le principe de Joyce fait seulement nommer, en fait, que les personnes autochtones devraient avoir un droit d'accès équitable à des services de santé, services sociaux sans discrimination. Puis la reconnaissance et le respect de nos savoirs et traditions vivantes, en fait, ça sous-entend, en fait, de respecter nos façons de voir et de faire au niveau de la santé. Donc, je pense que c'est la base.
Puis, si vous n'êtes pas satisfait du résultat, qu'est-ce que vous allez faire, vous, ensuite? Mais c'est sûr que de notre côté, on est accompagné quand même d'avocats, on va évaluer nos options. On entend se présenter quand même là, à l'Assemblée nationale quand il va y avoir des consultations, quand on va pouvoir nommer, dans le fond, nos points et notre perspective. C'est sûr qu'on va être là, on va défendre notre point, puis on verra la suite. On sait qu'il y a des démarches au niveau fédéral aussi qui peuvent nous donner des outils intéressants. Moi, je dis souvent que le principe de Joyce, c'est un cadeau que la Nation Atikamekw a fait, dans le fond, aux organisations puis au gouvernement pour permettre la décolonisation puis pour permettre l'équité d'accès aux personnes autochtones. Miigwech Jennifer Petitcoué-Dufresne. Miigwech, bonne journée. Après la pause, quelles sont les implications légales? L'avocat de la famille Echaquan nous explique. Soyez là. Re-bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Les dernières années ont été un parcours de guérison pour la famille Echaquan. Ils ont pris leurs propres mesures pour essayer d'obtenir justice pour Joyce. Plus récemment, Carole Dubé et des dizaines d'autres personnes sont embarquées dans une expédition en motoneige pour sensibiliser le peuple québécois sur l'histoire de Joyce. C'est une étape que j'ai vécue. Et la suite, ça va être... J'espère que c'est le pardon la suite. Ça n'y passe pas aussi les peines qu'on a vécues. C'est un cheminement de guérison que j'ai vécu. Mais ils ont également pris leurs propres mesures juridiques pour obtenir justice pour Joyce. Maître Patrick Martin-Ménard, l'avocat pour la famille Echaquan, nous rejoint maintenant avec ses réflexions sur le projet de loi 32. Oui, Maître Ménard, bienvenue à Nouvelles nationales d'APTN. Oui, merci. Vous travaillez pour la famille Echaquan. Quelle est leur position face au projet de loi 32 du ministre Yann Lafrenière? Bon, donc évidemment, je n'ai pas eu la chance de discuter avec Carole ou d'autres membres de la famille spécifiquement du projet de loi 32. Par ailleurs, dans le contexte de la poursuite qu'on a déposée, évidemment, la sécurisation culturelle est un volet extrêmement important parce qu'on se souviendra que c'est l'absence d'une agente de liaison culturelle à l'hôpital de Joliette qui a fait en sorte là, que Mme Echaquan s'est retrouvée dans la situation où elle s'est retrouvée le 28 septembre 2020. Donc, on a suivi et on va suivre les travaux autour de ces projets de loi-là avec beaucoup d'intérêt. Puis, si jamais la loi est adoptée sans consentement unanime ou sans consultation avec la famille, quelles options la famille a-t-elle pour la contester? OK. Donc, évidemment, je pense ici que le principal reproche qu'on peut faire au niveau de cette loi-là, c'est qu'il y a certaines choses qui ne vont pas assez loin, notamment au niveau de la reconnaissance du racisme systémique, notamment peut-être aussi au niveau là, des mesures qui sont mises en place pour s'assurer vraiment que cela mène à un véritable changement de culture là, et non pas simplement des mesures esthétiques. Bon, évidemment, donc, pour ce genre de reproche-là, je vous dirais la voie judiciaire est beaucoup moins appropriée. C'est vraiment davantage une question politique. Donc, je pense que c'est dans l'arène politique vraiment qu'on peut adresser les critiques et contester cette loi-là. Évidemment, il y a aussi eu, on a vu là, la sortie du chef Picard qui disait essentiellement que le gouvernement n'a pas compétence pour légiférer dans un champ de compétences qui relève essentiellement des Premières Nations. Je ne suis pas un spécialiste en droit autochtone, mais évidemment, là, si cette question-là a un fondement juridique, c'est quelque chose qui pourrait à ce moment-là là, être soumis aux tribunaux. Il faudrait poser la question à un expert en droit autochtone. Cette loi affirme les droits autochtones à une sécurisation culturelle en santé, mais d'un point de vue juridique, comment le gouvernement du Québec peut-il s'assurer qu'il soit appliqué dans les hôpitaux ou les autres institutions? Donc, la loi prévoit quand même des mécanismes de reddition de comptes de la part des hôpitaux pour qu'ils puissent dire essentiellement qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'ils puissent rendre compte au gouvernement à ce niveau-là, que ce soit au niveau de la formation du personnel, au niveau de la mise en place d'agents de liaison. Donc, il y a ce mécanisme-là qui peut être intéressant. Maintenant, encore une fois, il faut s'assurer que ces mesures-là soient bien mises en place et que la reddition de comptes se fasse vraiment sur des choses substantielles et non pas seulement sur des choses davantage mineures ou périphériques ou que ce soit autre chose qu'une formalité finalement.
Puis comment qualifiez-vous l'avancée ou l'avancement des recommandations faites dans le rapport du coroner? Évidemment, la coroner recommandait plusieurs choses. Donc, il y avait au départ, je pense que la recommandation qui a fait couler le plus d'encre était la reconnaissance du racisme systémique, ce qui fait en fait grandement défaut. Là. Le gouvernement s'entête toujours à ne pas reconnaître cette réalité-là, alors que nous, au quotidien, on voit des exemples de racisme systémique dans le système de santé, à l'endroit des Premières Nations et à l'endroit aussi là, de certaines minorités ou de certains groupes de la population qui sont plus marginalisés. Donc, c'est une réalité, selon nous, qui est indéniable. Le gouvernement s'entête à ne pas la reconnaître et ça, c'est déplorable. Ceci étant dit, bon, cette loi-là pourrait constituer un pas dans la bonne direction. Évidemment, il va rester à voir comment ça va être appliqué sur le terrain. Quand on regarde par ailleurs de façon plus large comment les recommandations de la coroner ont été appliquées jusqu'à maintenant, bien, il y a eu très peu, je vous dirais, de reddition de compte là, de la part de l'hôpital de Joliette sur les mesures qui ont été mises en place pour améliorer la sécurité des soins dans la salle d'urgence. Et ça, c'est très préoccupant pour nous parce que au-delà du racisme systémique, on a aussi appris lors de l'enquête du coroner qu'il y avait plusieurs pratiques là, qui mettaient vraiment en cause la sécurité des soins à l'hôpital de Joliette. Donc, si on aimerait en savoir davantage sur ce qui a été fait, là, autre que de dire que les recommandations ont déjà été appliquées. En dehors de ça, plus largement, au niveau à l'échelle de la province, je pense qu'il y a encore un travail important à faire pour pouvoir améliorer la situation là, suite à ce qu'on a appris lors de l'enquête. J'aurais envie de vous poser la question concernant les exemples que vous parlez. Est-ce que vous seriez capable de m'en donner une? Évidemment, il y a plusieurs personnes qui nous appellent avec des situations très particulières. Je ne peux pas rentrer dans le détail de ces situations-là, évidemment étant liées par le secret professionnel client-avocat. Par contre, évidemment, il y a des situations là-dedans qui vont éventuellement être judiciarisées. Et à ce moment-là, lorsqu'elles vont être judiciarisées, on pourra en parler publiquement. Mais simplement pour dire qu'on voit encore des éléments qui relèvent de la même réalité que celle qui est arrivée à Mme Echaquan en 2020. Puis, pouvez-vous nous faire un récapitulatif sur les autres mesures légales que la famille a entreprises jusqu'à maintenant? Donc, on a déposé une poursuite l'automne dernier, une poursuite là, contre l'hôpital de Joliette, de même que contre un médecin qui avait pris en charge Mme Echaquan et contre l'infirmière Paul Recré, qui est celle qu'on entend sur la vidéo, prononcer des propos tout à fait inacceptables qu'elle a prononcés. La poursuite est déposée, elle suit son cours. Pour l'instant, je vous dirais, les étapes de la poursuite avancent normalement. On n'a pas nécessairement de perspective actuellement de règlement de la poursuite, mais la famille est déterminée à aller jusqu'au bout dans cette démarche-là. Et donc, le dossier suit son cours. Est-ce que vous auriez autres commentaires supplémentaires à ajouter avant de conclure l'entrevue? Non, comme je le disais, je pense que c'est vraiment important. Au-delà des projets de loi, au-delà des belles intentions, c'est important, je pense, qu'on travaille là, de façon durable à un véritable changement de culture, un changement d'approche. Et ça va se faire. Ça prend bien plus que des formations et la mise en place de membres de personnel pour pouvoir implanter un tel changement. On espère, par contre, que la loi va être un pas dans la bonne direction, mais ça reste à voir selon comment ça va être appliqué. Maître Ménard. Merci. C'est ce qui conclut le bulletin Nouvelles nationales d'APTN. Je m'appelle Shushan Bacon. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et à la semaine prochaine. Yame Wenpsich.